tous les amis du DEC à la fois VAE, du DSCG à la fois VAE et du DEC traditionnel. En effet, ce matin, j'ai décidé de vous parler de la préparation du mémoire ou de la préparation d'un thème de documentation technique applicable pour les UV3 du DEC VAE, qu'on appelle le mémoire, et l'UV7 du DSCG, qu'on appelle également le mémoire. Je rappelle qu'un mémoire, c'est environ plusieurs centaines d'heures de travail. Ça veut dire que, aussi bien pour le DEC que pour le DSCG, le jury cherche à travers un mémoire quelqu'un qui va apporter une construction et non pas une description. Une construction à travers son portefeuille client la plupart du temps. Il faut user de son portefeuille client pour avoir un mémoire qui soit aux yeux du jury tout à fait évident. Et c'est là où on a quelquefois des gens qui ne respectent pas cette condition. Un mémoire, comme on le verra dans quelques minutes pour les thèmes que je vais proposer pour les DEC et VAE, un mémoire doit être le fruit d'une recherche, d'une différence par rapport à ce qui existe. Et certains me disent, mais aujourd'hui, Francis, en 2025, on a du mal à trouver des mémoires originaux. Eh bien, moi, je vais vous donner un exemple. L'originalité ne se trouve pas à travers le titre, elle se trouve dans la description. Vous avez un sujet sur la transmission d'entreprise. Il y a plus de 300 mémoires qui ont été agréés sur la transmission d'entreprise. Vous seriez tenté de me dire, mais Francis, c'est pas possible. Comment veux-tu, tu as 300 mémoires sur le même thème? Eh bien, je dirais qu'il y a 300 fois le moyen de se différencier des autres sur le plan du plan, sur le plan des recherches et sur le plan pédagogique. Donc, un même thème n'est pas, je dirais, un frein au choix d'un mémoire. Ce qui est un frein, c'est quand vous n'avez pas derrière vous une expérience professionnelle capable d'être exploitée dans ce mémoire, qui est à la fois une différence par rapport à ce qui existe et qui est aussi le fruit de certaines recherches. Et le mémoire doit correspondre à 3 apports. Un apport scientifique, qui est le fruit de toutes vos recherches sur Internet, sur la toile, sur vos différents travaux de formation que vous avez suivis, sur vos différents problèmes que vous avez rencontrés dans votre vie professionnelle et problèmes pour lesquels vous avez trouvé solution. Et à partir de là, vous avez déjà évoqué tous les thèmes possibles. Et pour vous aider, à la fin de cet exposé, je vous enverrai des choses que j'ai préparées. Je vous enverrai 800 fiches techniques, j'ai bien dit 800 fiches techniques. Je vous enverrai un dossier sur le mémoire, ça c'est évidemment important, et j'ai prévu bien d'autres dossiers pour vous aider à la fois rédiger un mémoire, mais trouver un thème qui sera utilisable à la fois pour les experts comptables, un thème qui sera pour les VAE utilisable pour les collaborateurs, ou un thème qui répondra à une question d'un client. Il y a des points communs entre les thèmes des VAE proposés pour l'UV3 ou l'UV7 et le mémoire. Le point commun, c'est les apports scientifiques, les apports techniques et les apports professionnels. Je rappelle que je venais d'expliquer que les apports scientifiques, c'était la recherche. Les apports techniques, ce sont des apports qui peuvent servir l'ensemble des comptables de toutes dimensions
ceux des cabinets comptables, ceux des entreprises, ceux des associations, et j'en passe, et des meilleurs. Et les apports professionnels, ça vise particulièrement la direction d'un cabinet, soit d'expertise comptable, soit de commissaire aux comptes. Il est évident qu'un mémoire doit apporter cette différence, et cette différence doit correspondre, comme je disais dans mon invitation, à 3 objectifs, aussi bien pour le thème que pour le mémoire. Ça doit servir la profession, ça doit être caractérisé par des apports concrets, et ça doit être également rentable. La mission que vous proposez dans un mémoire, qui doit être rentable pour le cabinet dans lequel, ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et c'est là où on a quelquefois des questions relativement délicates qui mettent forcément le candidat en difficulté. Et je l'ai vu, moi, à travers mes expériences personnelles, quand je demandais à un candidat, démontrez-moi comment vous pouvez affirmer que c'est rentable, le candidat, il était complètement, je dirais, dans le vent quand on lui posait cette question-là. Pourquoi? Ben, il y a une réponse toute simple en tant qu'expert comptable ou futur expert comptable, c'est que vous vous appuyez sur une comptabilité analytique. C'est la réponse qu'on attend. Une comptabilité analytique maîtrise les coûts de revient et permet de fixer des honoraires tout à fait corrects avec une marge qui est tout à fait évidente dans notre système d'honoraires qui doit permettre au cabinet, comme une entreprise, un cabinet est une entreprise, de gagner de l'argent. Alors, pour choisir les thèmes, je répète, il y a plusieurs critères. D'abord, votre portefeuille client, où vous pouvez trouver un thème de mémoire sur une activité qui a une certaine originalité. Moi, par exemple, j'ai été amené à juger des mémoires sur des activités que je ne maîtrisais pas, puisque je n'avais pas ça dans mon portefeuille, c'était des éleveurs d'escargots. Le fait de mettre en évidence un élevage d'escargots, j'avais jamais imaginé ça. J'ai eu des thèmes sur le football, sur un club de football, je m'en souviens, c'était Sochaux. J'ai eu un thème sur un club de rugby, c'était Toulouse. Et j'ai eu des thèmes qui étaient basés sur une activité qui avait une certaine forme d'originalité. Donc, quand vous avez un portefeuille client dans lequel vous semblez avoir une activité qui se distingue des autres, c'est un élément de mémoire dans certains cas. Donc, déjà, le premier point pour choisir votre mémoire, voire pour choisir votre thème, c'est votre expérience professionnelle. On doit s'appuyer sur quelque chose qui sera une construction et non une description. Deuxième réflexion pour choisir un mémoire, c'est l'actualité juridique, fiscale, sociale qui peut servir le choix du thème ou le choix du mémoire. Des exemples de l'actualité, c'est le partage de la valeur qui va être envisagé pour des entreprises en France de moins de 49 salariés et pour lesquels déjà plusieurs mémoires ont été envisagées, dont l'une d'entre nous, Céline, qui vient d'avoir un 4.1 sur le partage de la valeur. Deuxième aspect important, c'est l'épargne salariale. Ça, c'est très important également de développer l'épargne salariale dans les TPE et les PME. Pourquoi? Parce que les retraites en style général sont relativement, je dirais, en difficulté dans les années à venir. Et cela est tout à fait évident. Pourquoi? Les retraités vivent plus longtemps. Ça veut dire que s'ils vivent plus longtemps, eh bien, ils auront beaucoup plus d'allocations que prévu. Par contre, les actifs
resteront avec le même nombre encore plusieurs années à venir. Ça veut dire que le gâteau qui est caractérisé par les cotisations des actifs d'aujourd'hui pour servir les retraites d'aujourd'hui. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est les cotisations des actifs, aussi bien salariés que non salariés, qui vont servir de caisse pour permettre de donner aux retraités d'aujourd'hui leur attribution. Et compte tenu que le nombre de retraités ne cesse d'augmenter, le gâteau à partager sera de plus en plus divisé et les retraites générales seront de plus en plus petites. C'est pourquoi, vous, en tant qu'expert comptable, vous devez conseiller des retraites périphériques, c'est-à-dire des retraites non obligatoires, mais qui peuvent éventuellement servir demain le cadre de cette retraite. Vous avez donc l'épargne salariale avec ces deux produits qui est le plan épargne d'entreprise et le PERCO, PE et PERCO comme le dit Aurélie, mais vous avez aussi d'autres produits qui peuvent faire l'objet d'un mémoire ou d'un thème. C'est le PER dans l'entreprise. Le PER, le plan d'épargne retraite, qui reste un élément formidable pour baisser les impôts d'aujourd'hui et constituer pour lui une sortie retraite qui va compléter ses revenus retraite. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez que de plus en plus, les experts comptables doivent faire preuve d'une maîtrise patrimoniale. Moi, je ne dirais pas d'une maîtrise, mais ils doivent aider les clients à avoir une stratégie patrimoniale. Et c'est vous qui êtes vendeur de stratégie. Je me réjouis de savoir que plusieurs experts comptables, plusieurs milliers d'experts comptables, ça fait 10% environ, plus de 2000 experts comptables, ont passé des examens DU patrimonial. Nous avons dans notre groupe VAE un candidat qui attend les résultats du DEC VAE, mais qui vient d'avoir son DU patrimonial, ce qui est une très bonne chose pour les experts comptables, car il est évident que demain, parmi les conseils qui vont devoir être développés, c'est la stratégie patrimoniale. Et la stratégie patrimoniale, c'est aussi un thème de mémoire. Il y a un thème de mémoire aussi qui ne doit pas être oublié. C'est les cibles de l'expert comptable. Eh bien, les cibles en dehors des entreprises classiques, artisanales, commerciales, industrielles, vous avez comme deuxième cible les institutions publiques, c'est-à-dire les communes, les régions, les départements, qui peuvent avoir besoin d'experts comptables ou de commissaires aux comptes. D'ailleurs, à ce sujet, il y a de plus en plus d'institutions publiques qui vont devoir être certifiées par un commissaire aux comptes. Alors, il est évident également qu'il y a une troisième cible sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire. C'est la cible des particuliers. Les particuliers devront s'habituer à franchir le seuil des cabinets d'expertise comptable. Pourquoi? D'abord, pour certains d'entre eux, des cadres, leur déclaration fiscale. Pour également des cadres, pourquoi pas, la stratégie patrimoniale. Pour également la transmission du patrimoine. Je crois que nous sommes capables d'avoir des portes ouvertes comme le sont pour nos amis avocats ou nos amis notaires. Et c'est là où nous avons énormément d'atouts, parce que nous ne sommes pas, nous, vendeurs de produits, nous sommes vendeurs de conseils. Nous n'avons pas à nous marier avec une compagnie d'assurance ou à une banque, non, on doit rester indépendant. Mais l'indépendance, n'oublie pas que l'expert comptable a de très bons conseils par ses expériences. Et le marché des particuliers est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Ça peut être aussi le mandat de protection future qui permet éventuellement d'assurer
une certaine quiétude à des personnes âgées à qui ils ont confié, au moment de leur disparition, un mandat pour mieux régler le problème du partage de leur patrimoine. Il y a donc derrière le marché des particuliers énormément de sujets à mettre en place dans un mémoire, dans une recherche. Il y a bien sûr l'IFI, la manière de calculer l'IFI. Il y a des particuliers qui sont venus dans mes différents mémorialistes des années précédentes, qui ont fait un mémoire sur le rôle de l'expert comptable pour la préparation à la retraite, c'est-à-dire développer toutes les astuces pour préparer au mieux la retraite des artisans, des commerçants, des industriels. Donc, je répète, premier cible, les artisans, commerçants, industriels. Deuxième cible, les institutions publiques. Le troisième cible, c'est les particuliers. Et la quatrième, c'est ce que j'appelle les associations. Les associations sont un thème autour desquels il y a eu beaucoup de mémoire. Et vous savez que l'ANC a apporté au monde associatif de nombreux changements, de nombreux éclaircissements. D'ailleurs, chaque année, l'ANC réalise une journée d'études qui emporte souvent le monde des associations et d'autre part les instances professionnelles des experts comptables et des commissaires aux comptes font une journée fondation et association qui laisse apparaître de nombreuses possibilités de vous occuper d'une association. Et si dans votre portefeuille, vous avez des associations à caractère médical ou à caractère paramédical ou à caractère sur le problème de l'entretien de la maison, des associations pour permettre à des gens d'avoir des femmes de ménage ou des femmes, comme on dit, au service technique, vous avez des associations qui gèrent énormément. Puis après, vous avez des associations qui sont reconnues d'utilité publique, comme toutes ces associations comme la lutte contre le cancer, les associations que vous avez également. Et n'oubliez pas que vous avez également dans le monde associatif, vous avez toutes les associations sportives. Basket, tous les sports sont sous forme associative. Alors, il est évident qu'il y a un marché important pour les experts comptables au niveau des associations. Et ça, c'est quand même hyper important de pouvoir travailler sur le monde associatif. Cinquième cible, c'est le monde sportif professionnel. Alors là, c'est le football, c'est le rugby, c'est le basket, c'est le volleyball, c'est le basket. Vous avez le joueur de tennis. Moi, j'ai eu des mémoires sur l'accompagnement d'un joueur de tennis international France. C'était une dame internationale et elle avait été suivie par un jeune expert comptable qui a été diplômé et qui montrait tout ce qu'il pouvait apporter comme accompagnement à cette joueuse de tennis. Il y a eu des mémoires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des clubs de foot. Il y a eu des mémoires également sur des clubs de rugby. Il y a eu des mémoires sur la bibliothèque sur des clubs de basketball. Ensuite, vous avez des mémoires, autre cible possible, les mémoires sur des caractères religieux. Là, je suis un peu plus, je dirais, réservé. J'ai eu des mémoires sur des associations à caractère religieux au Sénégal ou au Cameroun. Et ces mémoires ont été bien développées dans la mesure où on ne faisait pas, bien sûr, l'apologie de la religion XY, mais on expliquait le rôle qu'un expert comptable pouvait apporter à l'ensemble de ces associations bien orientées vers le phénomène de la région. Alors, tout ça est important. Et comment travailler un mémoire? Comment travailler un thème? Je vous rappelle tout d'abord que pour le mémoire, il y a une règle qui est absolument fondamentale, et vous le savez, un mémoire, on ne doit pas tricher. C'est-à-dire, quand on dit on ne doit pas tricher,
on ne doit pas faire du plagiat. Ça, c'est interdit. Moi, j'ai eu un candidat en 2021 qui m'a roulé dans la farine, je n'ai pas peur de le dire. Il m'a envoyé sa dernière version qu'il avait modifiée en dernier lieu. J'ai rapidement regardé sa dernière version. Je n'étais pas équipé d'un anti-plagiat à l'époque et je ne m'étais pas aperçu de rien. Il est arrivé devant le jury et le jury du siècle, vous savez, il a cet avantage d'avoir un logiciel anti-plagiat performant, même je dirais quelquefois trop performant à mes yeux. Et ce candidat est arrivé devant le jury, ça a duré 5 minutes. Le jury l'a accueilli comme ça. Monsieur, merci d'être devant nous aujourd'hui, mais votre soutenance va se dérouler d'une manière très très rapide. En effet, nous avons constaté, monsieur, que vous avez pris 21 pages, de la page 38 à la page 59, qui est un extrait d'un mémoire voici 3 ans. Il est évident que vous avez commis une grave faute, donc on ne peut pas vous interroger, vous allez être convoqué devant le conseil de discipline qui statuera par rapport à vos arguments. Nous vous remercions d'être venu, mais vous comprenez que c'est un vol et qu'en un mot, vous ne pouvez pas être à ce niveau-là, être reconnu comme expert comptable. Nous vous souhaitons un bon retour et désolé pour vous, monsieur, mais quand on triche, il faut prendre ses responsabilités. Le candidat n'a dit aucune parole, il était complètement déboussolé. Il a repassé cette année, donc il avait 3 ans de suspension. Il a repassé cette année le DEC-VAE. Je ne sais pas ce que cela a pu donner. Il m'avait sollicité pour avoir des conseils, mais j'ai refusé de le prendre. Il m'a téléphoné au moins 50 fois. J'ai refusé de le prendre. Voilà. En conséquence, je vous explique que le plagiat, pour le mémoire, est forcément un élément qui peut vous entraîner de nombreuses difficultés. Par contre, et c'est le par contre, vous savez que le jury DEC, DSCG, VAE ne veut pas de mémoire. En conséquence, il veut quoi, le sujet pour l'UV3 en DEC ou en UV7? Il veut que vous apportiez des éléments de formation que vous avez réalisés vous-même pour vos collaborateurs, des éléments de formation que vous avez éventuellement réalisés pour suivre des formations personnelles. Donc, la formation de vos collaborateurs et votre formation personnelle. Il veut que vous apportiez la preuve que vous avez fait des dossiers avec la règle du RGPD qui sont en relation avec l'exigence de votre diplôme DEC ou DSCG au niveau où vous en êtes. Il veut également que vous fassiez aussi éléments de recherche apportant ce qu'on appelle un apport scientifique. C'est là, sur cet élément de recherche et de formation, que vous avez des thèmes à choisir parmi tous les documents que vous aurez à l'issue de cette vidéo. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas présents, ils auront éventuellement l'information de toutes les informations à la condition de m'envoyer un courriel pour me le demander. Par contre, je ne l'enverrai pas à tout le monde comme je faisais d'habitude. Je ne l'enverrai qu'à ceux qui sont présents ce matin. Vous êtes 5 présents alors qu'on pouvait attendre jusque 40 à 50 personnes. Donc ça prouve que ça n'a pas d'intérêt pour certains. S'il n'a pas d'intérêt pour certains, ils n'auront pas les documents que j'ai préparés toute l'après-midi, hier après-midi. Bien, alors je reviens pour dire que le plagiat ne sera pas de mise pour les thèmes. Alors ça veut dire quoi? Que ce n'est pas la mémoire, les thèmes que vous allez présenter. Alors vous savez qu'en me basant sur les réflexions du jury DEC-VAE, je tenais à vous rappeler que certains jurys ont posé des questions qui m'ont paru assez bizarres
Ils ont dit, mais vos documents que vous avez mis, madame, monsieur, dans votre UV3 ou dans votre UV7, ça fait combien de pages? Là, certains jurys attendaient que vous, du moins pour le DEC, que vous ayez au moins 100 pages d'études documentaires. Pour la plupart de mes candidats 2024, cette information a été respectée. Pour les DSCG, ce n'est pas 100 pages qu'on demande, c'est la moitié. Un mémoire de DSCG, c'est 50 pages. Donc, pour ceux qui vont faire des thèmes, un thème, ça doit être un thème porteur pour à la fois à travers votre portefeuille client ou à travers éventuellement un collègue dans votre cabinet ou un collègue ou un collaborateur, pourquoi pas, qui a fait un mémoire sur un thème très précis. Rien ne vous empêche de faire un résumé du mémoire que vous avez trouvé intéressant et d'y ajouter quelques parties personnelles découlant d'articles. Car je vous rappelle, vous n'avez rien à craindre comme plagiat, parce que ce n'est pas un mémoire, c'est une étude documentaire. Alors moi, je vais prendre l'exemple de nos amis du Bénin. L'un d'entre nous avait un collègue qui avait fait un mémoire sur la RSE au Bénin. Il avait une belle note, 14. Ce candidat à la VAE a repris le mémoire de son copain. Il l'a remis à sa dimension 50 pages environ. Il a ajouté quelques compléments personnels d'articles récents qu'il avait pu trouver et il a validé le jour de la VAE, il a validé son UV3 alors qu'il avait plus de 60 ans et qu'il avait une grande expérience pour l'UV1 et l'UV4, l'UV2, pardon, il n'a pas su la vendre et il a eu que le mémoire. Mais il a eu le mémoire à partir d'un mémoire, ce qui n'est pas négligeable. Alors si parmi les candidats que vous allez suivre, puisqu'il va y avoir des candidats qui vont passer le DEC traditionnel en mai, et certains le passeront en novembre 2025. Et ils ont des mémoires, certains, qui sont hyper intéressants. Eh bien, vous aurez la possibilité d'accompagner lors des soutenances blanches le candidat traditionnel qui passera son mémoire en mai, et pourquoi pas de reprendre son mémoire et de lui faire une sorte de synthèse de 50 pages avec des documents complémentaires qui pourront constituer, et là je répète, il n'y a pas de plagiat, qui pourront constituer un élément décisif pour votre dossier de la partie 3 du DEC et la partie 7 du DSCG. Je rappelle, pour le DEC, vous avez 2 documentations à présenter, voire 3 si vous voulez, ça ne me dérange pas. Mais pour le DSCG, une seule de 50 pages sera nécessaire. Rien ne vous empêche d'avoir une étude documentaire technique identique pour le DEC et identique pour le DSCG. C'est-à-dire que vous faites 2 études techniques pour le DEC, car vous le devez déposer pour le 31 mai. Par contre, pour le DSCG, vous devez déposer votre livret 2 pour le 31 août. Rien ne vous empêche donc de reprendre une des 2 études techniques que vous avez élaborées et de les mettre, bien sûr, à la place du DSCG. Donc, en un mot, pour les candidats qui passeraient les 2 épreuves DEC et DSCG, ils ont le droit de passer 2 examens différents la même année. Ceux qui n'ont pas le droit, pour répondre à certains, n'avaient pas le droit, par exemple, de faire des UV en DSCG que vous n'avez pas en traditionnel et la même année de prendre d'autres UV en VAE. Vous n'avez pas le droit la même année de combiner pour le même examen le traditionnel et la VAE. J'espère être clair là-dessus. En ce qui concerne le DEC et le DSCG, c'est 2 examens différents et vous avez le droit de les passer à 2 la même année. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de pouvoir organiser des UV
en traditionnel et des UV en VAE la même année. Mais supposons que vous ayez validé 4 UV comme certains en DSCG VAE en 2024, rien ne vous empêche en 2025 de passer les UV restantes en traditionnel, avec l'avantage, en passant en traditionnel les 3 autres UV, de pouvoir jouer ce qu'on appelle la compensation. Je m'explique. Si vous avez des UV à laquelle vous avez eu 12 au traditionnel en 2025, 8 et 14, eh bien, compte tenu que vous avez 12, 14 et 8, le total de ces 3 UV avec les coefficients dépasse la moyenne, vous êtes diplômé. Par contre, en DSCG VAE, vous avez le droit de repasser les UV manquantes en DSCG VAE, les 3. Si vous le passez en VAE, vous devez valider chacune des UV. Alors que dans mon exemple de DSCG traditionnel, 8, 12 et 14, le 8 en tant que candidat VAE qui n'a pas de note, mais le 8, ça voulait dire qu'il n'était pas validé, eh bien, le candidat qui aurait passé les 3 UV en VAE ne serait pas admis, il aurait encore une UV à passer, alors que le candidat qui avait choisi le DSCG traditionnel aurait été admis au DSCG. Donc, ça, c'est à vous de voir avec moi au moment de votre réflexion par rapport à ce que vous sentez être capable de passer les épreuves manquantes soit en traditionnel, soit en VAE. Par contre, et c'est le par contre que je voudrais vous dire, pour le DEC VAE, il est évident que quand vous validez une UV, comme pour le DSCG VAE, c'est exactement pareil, vous l'avez validé à vie. Mais la plupart du temps, je vous indique que le jury DEC VAE, il ne vous donne pas le moyen de repasser les UV manquantes par la VAE. Le jury DEC VAE vous invite à passer les UV non validés par le traditionnel. Je vais prendre un exemple. Vous passez donc le DEC 2024, nos amis qui ont passé le DEC 2024, ils ont validé, certains ont validé que l'UV1. Eh bien, ces gens-là devront repasser en 2025 l'UV2 et le mémoire en traditionnel, comme s'ils étaient en traditionnel. Alors, vous imaginez quand même que c'est une situation hyper favorable par rapport aux candidats traditionnels, parce qu'on vous remet dans le même lot que les traditionnels, qui ont fait un stage de 3 ans, alors que vous n'avez pas fait de stage, et vous gagnez combien d'années grâce à la VAE? Certains n'ont pas fait de stage, et en conséquence, ils ont obtenu le DSCG et le DEC par la VAE, qui est le même diplôme, je vous le dis, c'est pas marqué sur le diplôme traditionnel ou VAE, c'est un diplôme comme vous et moi avons des diplômes, c'est exactement le même. Donc il n'y a pas de différence entre un diplôme traditionnel et un diplôme VAE. En conséquence, vous imaginez, même si vous êtes replongé dans le traditionnel, vous allez être dans la même salle avec des gens que vous connaissez qui ont fait 3 ans de stage, alors que vous n'avez jamais fait une journée de stage. Donc vous voyez l'avantage indirectement d'être dans la VAE. Donc, je répète, pour les deux CVAE, on est très affirmatif là-dessus. Les UV manquantes vous sont amenées à être repassées par la voie traditionnelle. Mais là, vous n'avez pas de délai, c'est ça l'avantage. Quand vous êtes en DEC traditionnel, vous avez passé l'UV1 une année, vous avez passé l'UV2 la deuxième année, et vous avez ensuite à passer le mémoire. Et puis, on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui remettent le mémoire, parce qu'il faut faire quand même quelques sacrifices pour rédiger un mémoire. Il faut que la famille soit d'accord, il faut qu'on soit bien dans la tête, et on remet toujours. Eh bien, au bout d'un certain nombre de temps,
les UV1 et 2 en traditionnel que vous aviez validés perdent leur validation. Tandis que je reprends l'exemple du DEC-VAE ou du DSCG-VAE, c'est pareil. Hein. Le DSCG-VAE, la validation est à vie, donc quelqu'un qui aurait validé, allez, l'UV1 et l'UV2 en DEC 2024, on lui dit, monsieur, vous devez repasser le mémoire par le traditionnel. S'il était en traditionnel, au bout de 8 sessions, s'il n'a pas passé son mémoire, il perd l'UV1 et l'UV2, mais en VAE, il peut repasser son mémoire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si Dieu le veut, eh ben, il aura toujours la possibilité de préparer son mémoire, même si les règles pour le traditionnel sont beaucoup plus strictes, car au bout d'un certain temps, on perd la validation. Donc la VAE représente cet avantage exceptionnel de vous offrir à vie cette validation. Et ça, j'insiste beaucoup auprès de vous pour tout ça. J'aimerais maintenant revenir sur les procédures de travail avec le mémoire. Alors, une fois que, avec le candidat, nous avons choisi le thème, je commence avec le candidat à lui demander de mettre sur son bureau mémoire. Je demande au candidat VAE de mettre sur son bureau UV3 pour le DEC ou UV7 pour le DSCG. Tout de suite, votre bureau doit être utilisé pour vous permettre de pouvoir travailler et d'aller très vite. Qu'est-ce que je vous demande? C'est la partie maintenant documentaire, c'est votre recherche. Vous devez développer par des alertes Google. Vous allez sur Google et vous mettez alerte Google. Cette alerte Google va vous permettre de mettre, par rapport au thème choisi, un certain nombre de questions. Le thème choisi doit vous permettre, dans un premier temps, de développer pour les 3 cas de figure que je viens d'évoquer, DEC, mémoire, DEC, UV3, documentation, et DSCG, UV7, documentation, ou mémoire, s'ils le veulent, on peut passer le mémoire en traditionnel, c'est l'aspect documentation. Donc vous avez les alertes Google. C'est un site que vous appelez Alerte Google et vous y mettez un certain nombre d'éléments de recherche. C'est lui qui va chercher à votre place. Ça, c'est le premier travail. Aujourd'hui, nous avons d'autres sources qui sont hyper importantes pour nourrir nos idées. C'est les chats GPT. Moi, je suis abonné à 2 sites de chat GPT. Ça me coûte environ 200 € par an, mais j'ai des informations extraordinaires. Si je peux avoir un plan d'un mémoire, je donne le thème du mémoire, je lui dis, parce que je travaille en vocal, je lui dis, présente-moi s'il te plaît un plan pour le mémoire d'un diplôme d'expert comptable en 3 parties, chacune étant divisée en 3 chapitres et 3 sections. Vous avez vu, 3, 3, 3, parce qu'il faut être symétrique. Eh bien, 5 minutes après, sur mon ordinateur, je vais avoir une proposition de plan. Certes, je ne la reprends pas toujours de la même manière, mais j'ai des idées. Ça, je travaille. Hein, je vois que tu donnes un terme. Tu me le renverras par courriel, Aurélie, ce que tu as noté là, s'il te plaît. Tu as noté un chat GPT hyper intéressant en intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes amis au niveau du mémoire? Ils ont trouvé le thème. Mais maintenant, le gros travail à faire, c'est définir une problématique. Qu'est-ce que vous allez avoir à apporter comme réponse à une problématique qui se termine par un point d'interrogation? Une problématique, c'est toujours une question
ouverte à laquelle votre mémoire va répondre. Et elle doit toujours être orientée vers des aspects qui vont permettre à la profession d'apprendre des choses. Donc la problématique, c'est nos premiers travaux d'échange après avoir choisi le thème. On définit la problématique. On nourrit la documentation par vos propres recherches, mais aussi, et c'est là le mais aussi, par la bibliothèque numérique de Francis qui se développe chaque jour. Chaque jour, j'ai actuellement 3000 messages que j'ai mis en stock de recherche d'informations que je vais ranger dans ma bibliothèque numérique. J'ai une bibliothèque numérique exceptionnelle qui permet à tous mes candidats qui viennent vers moi d'avoir une documentation hyper importante. Une fois qu'on a défini cette documentation, on la peaufine. Mais pour la peaufiner, on va établir dans un premier temps, ensemble, un plan succinct du mémoire. On a défini le thème, on a défini la problématique et on va définir un plan succinct. Grâce à ce plan succinct, en 2 ou 3 parties, actuellement, si je calcule les mémoires présentées, 60% actuellement font 3 parties, 40% font 2 parties. Ça se discute avec moi. On voit ça. Avec Carole, par exemple, c'est l'une des dernières avec qui j'ai fait, on a discuté à 2, on a décidé le nombre de parties. Ensuite, je vous demande, une fois qu'on a débroussaillé ce plan, de mettre votre plan comme documentation. Alors vous mettez dans la documentation, une fois que vous avez fait votre plan succinct, vous mettez dans documentation, vous mettez documentation première partie, vous mettez en dessous documentation deuxième partie et éventuellement documentation troisième partie. C'est-à-dire que vos recherches auront, je dirais, une adresse plus précise. Ce que vous avez trouvé grâce à votre recherche par alerte Google ou par ChatGPT, toutes les documentations, vous allez les ranger dans première, deuxième ou troisième partie, ce qui va vous permettre d'être plus à l'aise. Parce que Francis, durant le premier mois, il va vous demander de préparer, une fois que le plan succinct a été agréé par nous deux, Francis, il va vous demander de préparer 2 choses. Il va vous demander de préparer intérêt du sujet pour la profession, important, c'est l'intérêt du sujet pour la profession. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'intérêt pour la profession, le sujet que vous avez trouvé? Ensuite, je vais vous demander, deuxième partie, objectif. Alors, vous savez que de plus en plus, le jury est agacé, je dis bien est agacé, par des notices qui sont beaucoup trop longues. Il y a des notices qui font 30 pages. Mais c'est incroyable, ça. Une notice, c'est quoi? Une notice, je dirais au maximum, c'est 1 page et demie à 2 pages pour intérêt. C'est 2 pages pour objectif. On verra ensuite les autres parties au fur et à mesure. Mais pour l'instant, on se concentre sur ces 2 premières parties. L'intérêt du sujet, il faut faire ressortir l'intérêt pour le cabinet dans lequel vous êtes et l'intérêt pour la profession. Et l'intérêt qui est basé sur une approche pratique que vous avez dans votre vie professionnelle. Dans les objectifs, il y a 2 éléments qu'il faut respecter dans les objectifs. C'est définir la problématique du mémoire, c'est dans les objectifs que vous devez la définir, et ensuite annoncer le plan de votre mémoire, sans rentrer trop dans les détails. Les parties du mémoire, ça fait 4-5 lignes, pas plus, et vous annoncez le plan du mémoire dans les objectifs de la notice. Une fois qu'on a fait intérêt du sujet,
objectif, validé par Francis, corrigé par Francis. Francis, il vous propose, après discussion, plusieurs problématiques. Vous choisissez celle qui vous paraît la mieux adaptée à votre ressenti personnel et à vos recherches personnelles. Une fois qu'on a fait cette première phase importante, qui doit se dérouler dans le premier mois de travail ensemble, on va définir le plan détaillé. C'est-à-dire qu'on va compléter les chapitres par les sections qu'on va développer. Et quand on a décidé de faire 3 chapitres dans la première partie, on fera 3 chapitres dans la deuxième. Et éventuellement, s'il y a une troisième partie, on fera 3 chapitres. Si on a décidé de faire 3 sections dans le chapitre 1 de la première partie, on fera 3 sections dans chaque chapitre de tout le mémoire. Une fois qu'on a fait le plan détaillé, on doit aborder les autres parties littéraires de la notice, qui sont, je dirais, vos travaux personnels en lien avec le sujet, c'est la partie travaux personnels en lien avec le sujet, et les différents apports et conseils que vous avez obtenus. Alors là, il est évident que ces conseils sont hyper importants à signaler. Il est évident qu'à partir de là, on a mis votre expérience professionnelle que vous allez me décrire et qu'on va améliorer pour avoir une page à peu près, maximum. Pour les apports et conseils qu'on a obtenus, il y aura la bibliographie sur laquelle on s'appuiera. Il est évident que c'est hyper important. Ensuite, nous aurons, et ça c'est hyper important, à développer, et ça il ne faut pas l'oublier, à travers le plan qui est proposé par le jury, qui sera rappelé, je dirais, dans les notices modèles que je vous remettrai tout à l'heure, c'est la bibliographie. La bibliographie qui doit laisser apparaître beaucoup de recherches par le candidat, et à la notice, vous n'êtes pas obligé de dire les pages qui intéressent finalement le mémoire. Non, la bibliographie, vous indiquez les ouvrages que vous avez consultés, mais vous n'êtes pas obligé, dans un premier temps, d'indiquer les pages qui intéressent véritablement votre sujet. Par contre, et c'est le par contre, quand vous allez reprendre la même bibliographie pour le mémoire, là, vous allez devoir détailler dans la bibliographie du mémoire les pages qui vous paraissent les plus intéressantes de l'ouvrage pour votre mémoire. Et ça, c'est relativement important. C'est relativement important parce que vous pouvez citer des ouvrages à fort pourcentage, donner des centaines d'ouvrages. Si finalement vous faites des recherches sur ChatGPT pour dire donne-moi des ouvrages qui traitent de ça, ChatGPT va vous en donner une cinquantaine. Ben, si vous mettez 50 ouvrages que vous n'avez pas consultés, on sera très sceptique sur l'intérêt de votre bibliographie. Donc, vous devez indiquer les pages au moment du mémoire que vous avez particulièrement utilisées pour avoir des informations. Une fois que la notice est terminée, nous allons relire cette notice. Francis la relit à haute voix, de A à Z. On revoit quelquefois quelques fautes et le candidat envoie au SIEC cette notice et il attend, bien sûr, le résultat de cette notice. 3 possibilités d'avoir des examinateurs qui répondent facilement, rapidement. Dans la semaine, on a la réponse, mais il y a des examinateurs, ils sont beaucoup plus fréquents, qui attendent le maximum de temps, même normalement c'est 1 mois, mais il y en a qui dépassent 1 mois pour répondre. Et quels sont les types de réponses qu'on attend? Alors celle qui fait mal, c'est le 4-3, en disant que votre sujet n'est pas accepté, il n'apporte rien à la profession, donc on refuse votre proposition. Alors là, ça veut dire que vous perdez beaucoup de temps, vous devez refaire un nouveau sujet, ou alors vous améliorez cela, puis vous demandez, c'est arrivé moi à une reprise, je vais vous l'expliquer pourquoi,
C'est arrivé à une reprise. C'est une candidate qui est diplômée aujourd'hui, mais qui malheureusement est une candidate du Sénégal qui me doit toujours 1000 euros. Et vous comprenez pourquoi j'ai la dent dure pour elle. Je vous explique. Elle fait un mémoire sur un élément relatif à la comptabilité OHADA au Sénégal. Elle fait un très bon mémoire là-dessus. Une belle notice. Elle envoie sa notice. Écoutez bien. La réponse d'une personne qui est membre du Conseil national de l'ordre des experts comptables, cette examinatrice. Elle répond en quelques mots, écoutez bien, ce mémoire traite du Sénégal et non pas de la France, il ne peut pas être accepté. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui envoyait une réponse d'un candidat étranger à qui on a ouvert les portes du DEC France, à qui on n'a pas exigé qu'il traite des éléments uniquement sur le cas de la France. Très surpris, la fille très démoralisée, je lui dis non, on va reprendre, on va changer le thème du mémoire, on va changer le titre, pas le thème, on va garder le thème, on va y modifier deux petites choses, on va ajouter France, et tu vas renvoyer et tu demandes un autre jury. Cette femme, dans les 8 jours qui ont suivi, on a revu sa notice, très peu, hein, je dirais que j'ai fait 5% de changement. Elle a renvoyé cette notice 15 jours après, elle a eu son 4-1 du premier coup. Elle a passé son mémoire, elle a passé les 3 épreuves ensemble, la même date, et elle a été diplômée. Alors vous comprenez que quand vous voyez tous les efforts que j'ai accomplis pour cette dame pour lui faire passer son mémoire et se faire passer son DEC et qui me doit toujours 1000 euros depuis 2022, j'avoue franchement que c'est quelquefois décourageant de voir des experts comptables diplômés, inscrits à l'ordre du Sénégal, qui se comportent ainsi. Mais que voulez-vous? Il y a des gens qui n'ont aucune conscience, qui sont des gens malhonnêtes. Mais on ne va pas parler de ces gens-là. Donc, une fois que la notice est envoyée, nous avons le 4-3. Je vous dis, on peut s'en sortir, la preuve. Un 4-2. Moi, j'aime bien un 4-2. Vous allez dire, mais Francis, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'aime bien un 4-2 qui est très détaillé. Parce qu'un 4-2 qui est très détaillé, c'est un monsieur ou une dame qui a fait son boulot et qui a bien détaillé la notice et qui donne des conseils et des recommandations pour la rédaction du mémoire. Et ça, c'est très apprécié pour moi. Je vous rappelle que sur 100 notices, 20% ont un 4-3, 40% ont un 4-2, 40% ont un 4-1. Voilà ce qui est important à savoir. En conséquence, un 4-2 détaillé, pour moi, c'est mieux qu'un 4-1 TGV. J'ai bien dit qu'un 4-1 TGV, j'y reviendrai dans quelques minutes. Car n'oubliez pas que celui qui a fait un 4-2, l'examinateur, il a passé un temps important pour détailler. Il a fait un véritable travail. Et c'est une dame ou un monsieur qui fait sérieusement son travail et qu'on doit respecter. Donc on refait la notice en faisant une note préliminaire dans laquelle on rappelle dans un tableau à gauche toutes les remarques et recommandations que le jury a fait. On sépare chaque remarque, on fait des petites parties de chaque observation, note préliminaire, et à droite, devant chaque observation ou recommandation, on répond ce qu'on a modifié dans la nouvelle notice. Cette note préliminaire est un élément décisif pour avoir un 4-1. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une note préliminaire qui a abouti à un 4-3. Jamais. Donc cette note préliminaire sert de rediscussion avec le jury qu'on apprécie à travers ses recommandations et conseils ou ses observations négatives sur lesquelles on répond qu'on a modifié tout ça. Et
c'est évident qu'à partir de là, on renvoie cette notice avec cette note préliminaire corrigée, la notice, on a complété éventuellement la bibliographie qui nous a été demandée, et on renvoie la notice. Très important, on attend 15 jours, 3 semaines, et on a notre 4.1. Quelquefois, ça m'est arrivé d'avoir un nouveau 4.2. C'est arrivé avec Céline, qui a eu un 4.1. Elle a eu 2 4.2 avant son 4.1. C'est assez exceptionnel. Donc, on a fait le nécessaire. Et là, vous avez vu son 4.1 que je vous ai fait parvenir. Il y a beaucoup de S, c'est-à-dire satisfaisant sur la plupart des endroits qui doivent être remplis par le jury. Alors, une fois que la notice est envoyée, lors de la deuxième envoi, j'attends pas le retour de l'acceptation du jury. Je demande à la candidate ou au candidat de commencer à rédiger, c'est-à-dire à rédiger les 10 premières pages de sa première partie, car pour l'accompagnement du mémoire, j'ai une cadence qui est la suivante, Carole pourrait le justifier, je mets 30 minutes pour 10 pages. Donc, la personne me propose ses premières pages, les 30 premières minutes sont relues à haute voix par Francis, corrigées et proposées des focus, j'aime bien les focus qui permettent d'éclairer et de rendre plus pédagogique un mémoire, je propose un focus toutes les 10 pages. Donc, je me permets à chaque candidat qui ont été bien appréciés par beaucoup de jurys, ces focus toutes les 10 pages. Donc, voyez-vous, avec un mémorialiste, pour la relecture où je ne fais pas d'introduction, je ne fais pas de conclusion, je ne fais pas de note de synthèse, maintenant, je fais 5 heures pour la relecture du cœur du mémoire, à peu près en 10 réunions d'une demi-heure, le cœur du mémoire est relu, et ensuite, après avoir fait la relecture du cœur du mémoire, on travaille l'intro. D'abord, on passe une demi-heure là-dessus. On travaille la conclusion avec des citations que Francis vous propose. Citations soit par rapport au thème, citations soit par rapport à votre pays, citations par rapport soit au président de l'ordre, au président de la compagnie nationale, ou une citation d'un professionnel. Ensuite, la conclusion, on passe une demi-heure pour refaire la conclusion et de la modifier. La note de synthèse, ensuite il y a une demi-heure aussi. La note de synthèse, c'est quoi? C'est une sorte de compilation entre votre notice et votre introduction. C'est-à-dire que dans la note de synthèse, on reprend les idées qui ont été développées dans l'intérêt du sujet, et ensuite on reprend quelques idées de l'introduction et on annonce le plan. Note de synthèse, c'est 2 pages. Pourquoi je suis contre la note de synthèse? La note de synthèse a été demandée par des experts comptables, je dirais, peu courageux. Qu'est-ce que ça veut dire, peu courageux? Ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de lire le mémoire et qui se contentent de lire la note de synthèse, voire l'introduction et regarder la conclusion. Ils ne prennent pas le temps, c'est-à-dire ils ne font pas le travail sérieusement, parce qu'il n'y a aucun mémoire en France, je dis bien, il n'y a aucun mémoire en France, en dehors de l'expertise comptable, qui demande une note de synthèse. Je répète, c'est pour des feignants qu'on a mis en place la note de synthèse, et depuis des années, je me bats pour qu'elle soit supprimée, parce qu'elle ne sert à rien. Moi, une note de synthèse, à travers le cœur du mémoire et votre notice, je mets 10 minutes pour faire une note de synthèse. Je change quelques mots, je prends une partie de la notice, je change 2-3 mots, je prends une partie de l'introduction, j'annonce le plan, et la note de synthèse est finie. Je mets une citation à la fin de la note de synthèse qui n'est pas la même que l'introduction et la conclusion. Et la conclusion, si vous voulez, et l'introduction, c'est des choses hyper importantes, surtout pour les feignants qui ne lisent que ça. L'introduction doit donner non pas la réponse à votre problématique,
mais elle doit donner envie au lecteur de lire vraiment votre mémoire. Elle est une ouverture vers le futur, et ça, c'est hyper important. Et c'est pourquoi vous devez donner cette envie, et les citations que vous allez voir proposées par Francis à la fin de votre introduction doivent vous servir à ouvrir ce livre que vous allez proposer à votre lecteur, qui est à la fois un lecteur censeur. Et la conclusion a deux rôles. Elle doit être, premier rôle, un résumé des principales propositions de votre cœur de mémoire. Et la deuxième partie de la conclusion doit être une ouverture vers le futur. Le futur qui peut être éventuellement les congrès de 2025 de l'Ordre des experts comptables, les journées nationales du commissaire aux comptes de 2025, dont les thèmes vont être connus très rapidement. D'ailleurs, vous devez déjà connaître le thème le thème du congrès 2025. Si certains le connaissent déjà, peuvent me le dire. Moi, je l'ai vu passer, mais je ne m'en souviens plus. Mais le thème du mémoire du congrès 2025 doit être un élément de la deuxième partie de votre conclusion, qui symbolise le fait que votre étude s'inscrit dans le prolongement du congrès de 2025 qui portera sur le thème, ou des journées nationales du commissaire aux comptes. Voilà, il faut montrer que votre mémoire est quelque chose qui va vers l'avant, non pas l'avant avec A-V-E-N-T, mais l'avant avec A-N-T, vers l'avant, c'est-à-dire vers le futur. Vous êtes des gens qui construisent et non pas des gens qui décrivent. Et ça, c'est hyper important. Alors, ça, c'est pour le mémoire. Vous constatez que par candidat et par candidat individuellement, et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps et que j'offre beaucoup de rendez-vous, je passe au minimum 10 heures par candidat en dehors des plages collectives qui vous seront proposées lors des soutenances qui auront deux partitions. Une partition groupe le dimanche matin de 8h à midi, voire de 6h à midi, selon le nombre de candidats. Et là, ça dure 20 minutes par candidat, c'est-à-dire 10 minutes d'exposé devant tous les autres collègues qui passent le mémoire, et 10 minutes de questions. Questions posées par Francis, questions posées par le DEC-VAE, qui sera soit votre parrain ou la marraine, et toutes les vidéos seront effectuées pour tous les passages que vous aurez avec Francis. Il y a des vidéos qui vous appartiennent, qui sont personnelles, qui arriveront sur votre compte Skype, que vous allez enregistrer sur votre bureau avec un dossier qui s'appelle Vidéo avec Francis, et vous allez enregistrer toutes les vidéos avec Francis en y mettant des dates des vidéos avec Francis, et toutes les conserver pour les revoir de temps en temps sur des points qui vous ont paru intéressants et que nous avions développés lors des vidéos. Le fait que je fasse des vidéos sur toutes les relations que nous avons, c'est assez exceptionnel. Ensuite, il y a donc cette phase collective, et ensuite, pour les soutenances, il y a cette phase individuelle qui est prise dans la semaine avec des rendez-vous individuels, là, au minimum 30 minutes, voire plus, pour certains, pour vous habituer à passer la soutenance du mémoire après avoir passé, pour certains, 15 à 20 soutenances blanches avec soit le groupe, soit avec, bien sûr, Francis. Déjà, pour le groupe, nous commençons les soutenances groupe dès le mois d'avril. Tout le mois d'avril et tout le mois de mai, il y a au moins 7 groupes ou 8 groupes. Et dès le mois d'avril, le mois de mars, vous pouvez déjà prendre des rendez-vous individuels avec moi pour les soutenances, pour ceux qui passent en mai, bien sûr, car je ferai, comme je fais à chaque fois, je ferai une soutenance modèle comme si j'étais le candidat. C'est-à-dire, pour chacun de mes candidats mémorialistes,
je me mets dans la peau de ce candidat et je lui propose 10 minutes d'exposé de son mémoire. Il en fait ce qu'il veut, mais ça, c'est au cours des rendez-vous individuels de mars ou des rendez-vous individuels de septembre pour la session de novembre, où chacun de mes candidats mémorialistes reçoit une vidéo, le mot modèle est un peu prétentieux, une vidéo proposée par Francis, qui est un modèle parmi tant d'autres, mais qui donne à cet exposé une certaine vivacité que certains vont acquérir au fur et à mesure de leur répétition. Pour revenir maintenant, donc ça c'est tout le plan de travail pour les mémorialistes, je voudrais revenir maintenant sur nos amis pour lesquels je vais proposer des exposés qui n'ont rien à voir avec le plagiat. Je vous ai dit que l'exposé pouvait éventuellement se marier comme plan en disant que ça peut servir 3 types d'apports, l'apport scientifique, l'apport technique et l'apport professionnel. Mais vous pouvez avoir pour les thèmes plusieurs articles que vous avez trouvés ici et là, en prenant quand même si vous n'êtes pas concerné par le plagiat, vous êtes concerné par le respect des uns et des autres, et de mettre le nom de l'auteur qui vont constituer une grande partie de vos thèmes. Mais rien n'empêche que vous avez une introduction à faire pour montrer l'intérêt de cela et annoncer, je dirais, l'introduction et annoncer ensuite les parties. C'est-à-dire que vous pouvez faire un sommaire comme vous faites pour un mémoire, vous faites un sommaire de votre étude documentaire avec une introduction, une première partie, une deuxième partie, voire une troisième partie, dans lesquelles vous pouvez donc développer pour chacune d'elles. Et là, vous allez recevoir de ma part un nombre de dossiers impressionnant, je vous le dis. Ça va être assez impressionnant de recevoir tous ces documents que j'ai préparés hier après-midi. Alors, cette étude va être très intéressante et les jurys vont vous poser des questions sur cette étude. Ils vont vous dire, Madame, vous avez choisi cette étude, mais quel est l'intérêt pour la profession? Alors là, c'est là où vous devez, avec Francis, trouver les bonnes réponses. Quel est l'intérêt sur votre portefeuille client? Est-ce que vous avez beaucoup de portefeuilles clients qui sont concernés par cela? Etc., etc. On verra tout le type de questions qu'on peut vous poser. Mais il y a une chose à laquelle je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand le jury, et ça moi je l'ai vu allez, 8 fois sur 10, quand je demandais à un candidat, mais vous êtes sûr que votre étude est rentable pour le cabinet, les candidats, je répète, 90% étaient des candidats complètement désarmés. Ils n'avaient pas ce souci de parler de comptabilité analytique qui permettait de rassurer le jury en disant qu'on avait trouvé tout ce qu'il fallait pour réaliser ce problème. Alors là, j'avoue que c'est hyper important de parler de comptabilité analytique, mais les thèmes, il y a un plan à respecter, il y a une introduction, il y a 2 ou 3 parties, mais à l'intérieur desquelles vous pouvez y joindre des articles et non pas simplement votre propre écriture. Vous pouvez y joindre aussi à la fin des annexes, soit des vidéos webinaires que vous avez trouvées pour accompagner. Alors, je voudrais aussi revenir sur le fait, pour un mémoire, les amis, vous avez un dossier que j'avais oublié de traiter. C'est un dossier que je réalise avec les mémorialistes dans les dernières rencontres, c'est les annexes. Les annexes du mémoire. Moi, je suis un prescripteur de 2 parties au mémoire, même si c'est sur la même clé USB. C'est une partie mémoire et une deuxième partie annexe. Je préfère, plutôt que d'avoir un mémoire en un seul bloc, je préfère avoir 2 parties. Et les annexes, il y a 2 types d'annexes. Il y a des annexes qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire qui n'ont pas été fabriquées par vous, mais qui ont un atout pour votre mémoire. Puis il y a des annexes qui sont réalisées par vous. Et ça,
c'est hyper important. On ne peut pas se contenter d'annexes qui viennent uniquement de l'extérieur. Les annexes qui viennent de vous, ça peut être un programme sur Excel, ça peut être un graphique que vous avez réalisé vous-même, ça peut être un dossier que vous avez réalisé, que vous avez mis en annexe avec le RGPD, n'oubliez jamais ce RGPD. Donc, il faut avoir une sorte de partage entre des annexes qui sont des annexes extérieures et des annexes qui sont votre propre travail. Et ces annexes, et c'est là l'intérêt, peuvent être complétées par des instances vidéo. Je m'explique. Vous avez éventuellement possibilité d'ajouter, et ça je le dis également pour mes amis DEC VAE, surtout, d'ajouter des parties vidéo dans lesquelles vous êtes en train de faire une formation pour vos collaborateurs. Cela est surtout valable pour les VAE. Mais rien n'empêche pour le DEC VAE de mettre des webinaires que Francis va vous envoyer, parce que Francis, il va vous envoyer à la fin de cette année tous les webinaires de 2024. Il y en a plus de 6000, j'ai bien dit plus de 6000 webinaires dans lesquels vous allez trouver tous les sujets, vous allez passer du temps, mais si vous trouvez des webinaires qui sont éventuellement le même ou qui correspondent à une partie, vous n'allez pas hésiter à les mettre et vous allez mettre une webgraphie, comme on dit. À la fin de votre bibliographie, vous allez mettre webgraphie et vous allez mettre tous les webinaires avec des liens hypertextes qui permettront au jury d'aller, grâce aux documents que vous avez mis sur votre clé USB annexe, que vous allez permettre au jury d'aller chercher directement ce webinaire et de pouvoir éventuellement l'écouter. Et c'est là où vous allez être différent des autres. Parce que dans la vie, pour gagner, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être déterminant, déterminé, avoir un commerce agréable et apporter des différences. Comptez sur ma méthode pour apporter cette différence. Et ensuite, pour tout ce qui est VAE, le maximum de choses dans lesquelles on vous voit en train de poser des questions au DEC traditionnel. Avec la vidéo, grâce à des logiciels, vous avez pu découper la vidéo uniquement dans laquelle vidéo on vous voit poser une question à un DEC traditionnel lors des soutenances blanches. Toutes ces vidéos vont être dans votre dossier livret 2 VAE, aussi bien DSCG que DEC. Je rappelle pour les DSCG une seule étude documentaire, pour les DEC VAE 2 études documentaires. Je vous laisse, pour terminer, après ce long discours d'1h21, je vous laisse, s'il vous plaît, me poser des questions. Merci mesdames, merci messieurs de votre écoute. Vous êtes en nombre plus important, mesdames, que les messieurs, et je vous écoute s'il y a des questions à poser à votre coach. Est-ce que vous êtes sous le charme de votre coach? Est-ce que ce coach vous a apporté toutes les réponses? Oui ou non? Alors, je vais interroger Stéphanie. Stéphanie, je vais passer comme ça. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire? Stéphanie, DEC VAE et DSCG VAE. Exactement. Bonjour Francis. Oui, bah, écoute, ça m'a apporté pas mal de précisions, cette vidéo d'aujourd'hui. Je suis en train de finaliser une de mes études techniques. Pour l'instant, aujourd'hui, là, j'ai pas forcément de questions. Tu as répondu aux questions que j'avais, donc Très bien. Je reviendrai vers toi. Stéphanie est au Gabon et elle est bien sûr d'origine française. Alors, oui. Carole, ma chère Carole, je t'écoute par rapport à ce que tu as entendu ce matin, par rapport à ce que tu es en train de faire avec moi. Tu es en train de rédiger ton mémoire, Carole. Alors, Carole,
Elle ne répond pas. Non, elle ne répond pas. Son micro est toujours fermé. Et je vais demander donc, je vais demander à Aurélie de donner son point de vue. Aurélie, on t'écoute, ma chère Aurélie. DEC et DSC. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, merci pour cette réunion. Alors moi, comme je suis Francis déjà depuis le mois de septembre, donc j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs fois donc ces précieux conseils. La seule chose que je peux vous dire, c'est que effectivement, le fait d'avoir le coaching de Francis, c'est extrêmement motivant parce qu'on est aspiré par le quotidien professionnel, personnel, et le fait finalement de s'astreindre à des rendez-vous toutes les semaines, ça nous fait avancer. Moi, pour ma part, j'ai terminé une étude technique documentaire, donc en suivant les conseils de Francis, puisque j'ai mon collaborateur qui a passé le deck et qui l'a eu, donc du premier coup, avec un mémoire que je lui avais conseillé finalement de prendre, qui est sur l'apport en nature de droits de propriété intellectuelle. Et finalement, cette étude documentaire, elle a été très largement en fait inspirée par ce qu'on avait co-construit ensemble, sauf qu'à l'époque, je ne pensais pas que j'allais passer le deck VAE moi-même. Donc, une chose que j'ai d'ores et déjà appliquée pour ma deuxième étude documentaire, bon, comme j'évolue particulièrement dans l'univers des startups, etc., j'ai beaucoup de sujets qui sont autour des BSA, BSAR, BSPCE, épargne salariale. Donc, c'est vrai qu'effectivement, bon, je commençais dans un plan qui était peut-être un peu théorique, que j'ai ajusté très rapidement puisque Francis m'a conseillé d'aller faire tout un paragraphe sur le partage de la valeur et peut-être finalement avec des cas pratiques où nos clients vont nous solliciter très prochainement en nous disant, écoute, est-ce que tu peux me dire au regard de mon effectif, de mon résultat fiscal, de ce que j'ai mis en place ces dernières années, est-ce que je suis soumis à cette obligation ou pas? Donc, c'est vrai qu'effectivement, ça m'a fait prendre de la hauteur. Je pense que c'est ce que cherche Francis dans ses coachings. Voilà, c'est vraiment nous amener à réfléchir, pas forcément nous donner les réponses, mais analyser notre vécu, tenir compte de ce qu'on aime et de ce qu'on a envie de faire et finalement recentrer le débat quand c'est nécessaire. Donc effectivement, il est très, très motivant. Et je suis sur l'étude technique numéro 2 et j'ai hâte de continuer la suite. Voilà, voilà. C'est bien. Merci Aurélie pour tes propos et merci aussi pour ta constance dans les rendez-vous. C'est toujours hyper intéressant. Je vois que Carole nous a quittés, elle n'avait pas envie de nous parler, mais je vais demander à Pasteur, notre représentant du sexe masculin. Mon cher Pasteur, on t'écoute, Pasteur. Mon cher Pasteur. Bon. Ah, Oui, Pasteur, nous bonjour t'écoutons par rapport Francis. à ce que tu as entendu ce matin. On t'écoute. Oui, bonjour Francis, bonjour à tous. Merci déjà de la brillante présentation. Comme l'a dit Aurélie et Stéphanie, j'ai également obtenu davantage de précisions sur les exigences dans la rédaction du mémoire. Et c'est vrai que le fait d'avoir déjà assisté à cette impré-soutenance que vous avez encadré les mois précédents, ça m'a permis d'asseoir davantage ces connaissances parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être que j'avais déjà commencé à noter lorsque les aînés préparaient leur mémoire. Donc, dans l'ensemble, j'ai hâte d'avancer, j'ai hâte de voir la suite. C'est vrai que je ne suis pas, moi particulièrement, je ne suis pas ma première expérience en termes de rédaction de mémoire. Je suis diplômé de l'ESSEC de Douala où on a eu à rédiger un mémoire. J'ai 2 masters et à chaque fois, je me suis prêté à cet exercice. Mais là, je ressens déjà une particularité dans le programme, je ne sais pas si je peux dire entre guillemets, français. Et j'ai vraiment hâte de la suite. Mais par contre, je vais compléter mon intervention avec
quelques questions, c'est juste pour confirmer ma compréhension et me rassurer de ce qui a été dit. Ouais. Vous avez dit qu'à partir du mois d'avril, ouais. Vous allez, si j'ai bien compris, vous allez commencer à nous assister, nous encadrer dans le début de la rédaction des notices. Bien sûr, bien sûr. On serait dès le mois de mars, action des thèmes. Oui, à partir du début du mois de mars. Mais cependant, étant donné le mémoire, lui, il renvoie à l'UV3 pour les DEC et l'UV7 pour le DSCG. Ouais. À cette période-là, est-ce qu'on aura déjà la validation de nos livrets 2? Je ne sais pas. Est-ce que... Tu n'as pas de validation livret 2. Le livret 2, tu l'envoies et tu passes ton examen au mois d'octobre. Pour le mois d'octobre, c'est le DEC. Et au mois de novembre, c'est pour le DSCG. Donc, tu auras donc deux périodes qui vont s'entrecroiser sans se bousculer. Donc, je répète, quand tu envoies ton livret 1, tu attends la validation pour attaquer le livret 2, mais normalement, on attaque déjà le livret 2 par les études documentaires dès aujourd'hui, pourquoi pas. On peut déjà, pour tous les candidats DEC, VAE ou DSCG, VAE 2025, vous devez avoir en tête pour les DSCG, une étude documentaire, et pour les DEC, 2 études documentaires. Pour ceux qui passent les deux, ils peuvent avoir la même étude documentaire pour le DSCG et une des études documentaires pour le DEC, les mêmes. Mais ce qu'il faut, c'est que le DEC VAE, c'est pour le 31 janvier, pour les DSCG, c'est pour le 31 mai, le livret 1. Et pour attaquer la formation, il faut avoir la validation. C'est pour ça que je demande que l'envoi du livret 1 du DEC soit envoyé le plus tôt possible avant la fin de cette année civile, pour ne pas être dans l'embouteillage du mois de janvier 2025. Et pour les DSCG, VAE, vous devez envoyer un nouveau livret 1 DSCG à partir du mois de février. Vous avez le droit de l'envoyer à partir du mois de février. Pour être tranquille, une fois que vous avez la validation, vous avez déjà franchi un pas. Alors, je sais qu'Aurélie, Stéphanie, Pasteur a envoyé son livret 1 hier. Stéphanie a le livret 1. Aurélie a la validation également. Donc, il y a beaucoup de candidats qui ont déjà la validation du livret 1. Pasteur aura forcément sa validation dans quelques jours ou quelques semaines, parce que là, j'ai vu qu'il mettait un peu plus de temps que d'habitude. Mais là, je crois qu'ils vont aller un peu plus vite avant la fin de l'année civile pour répondre à tous ceux qui ont envoyé leur livret 1 cette année. Moi, j'aimerais que tous ceux qui m'écoutent et qui sont dans l'attente du livret 1 du DEC, de l'envoyer et de prendre contact avec moi pour que je le valide, mais de l'envoyer le plus tôt possible. Je vois que Kadi, elle est là, elle vient d'arriver, mais Kadi a encore son livret 1 à me présenter. Et pour l'instant, je n'ai pas eu Kadi en rendez-vous individuel. J'espère qu'elle prendra pour la semaine à venir un rendez-vous individuel. Pasteur, lui, il a envoyé son livret 1 hier ou avant-hier, et Aurélie s'est fait, etc. Donc, il y a beaucoup de candidats qui ont respecté mon calendrier, mais Kadi, je te laisse me proposer la semaine prochaine 2 rendez-vous, si possible, pour terminer ton livret 1 et l'envoyer avant ce vendredi, puisque le siècle ferme vendredi pendant 15 jours. Donc, n'oubliez pas que le siècle ferme. Bonjour, mon ami Kadi. Elle est toujours un sourire là, sur la photo. Tu as un beau sourire. Là. Quand je te regarde, je souris. C'est formidable. Mais ma grande, tu prends rendez-vous avec moi pour l'envoyer avant, même jeudi, pour être tranquille, puisque le siècle va envoyer ton livret 1 aux examinateurs concernés pour l'examen de ton livret 1. Et comme il ferme 15 jours, moi, j'aimerais que les réponses nous parviennent le plus tôt possible. Bon, sur ce, je vous rappelle que pour gagner, il faut avoir cette mentalité que j'ai, j'espère vous faire partager, que dans la vie, on a des échecs. Mais les échecs, pour moi, voyez-vous, ce sont des entraînements. Hein, pour certains qui ont eu peut-être des échecs, ce sont des entraînements. Et les entraînements sont
formateur et nous amène à être plus forts demain. Et moi, quoi qu'il en soit, j'attends avec impatience les résultats de la session 2024 du DEC VAE. Pour le DSCG VAE, vous avez vu que je n'ai pas de mauvais résultats. J'avais 4 candidats que j'ai encadrés, 2 ont validé tout et 2 autres ont validé 3 ou 4 UV. Ça veut dire que je n'ai pas eu aucun échec, ce qui est déjà encourageant. Si j'avais les mêmes résultats l'année prochaine, avec tout le groupe du DEC VAE et tout le groupe du DSCG VAE, vous me verrez dans les conditions les plus favorables. Et moi, le bonheur que j'ai, c'est de voir des gens heureux. Et quand j'ai les résultats au mois de janvier ou au mois de juin-juillet, que je vois les noms de mes candidats, vous ne pouvez pas savoir comment je suis heureux et à la fois, je vous le dis, fier du travail que nous avons accompli ensemble. J'ai bien dit que nous avons accompli ensemble, pas mon travail. Et sachez qu'avec Francis, il est là, il a toujours cette dynamisme qu'il essaye de vous transmettre et j'espère que le bon Dieu me gardera ce dynamisme encore suffisamment de temps pour que je puisse encore vous servir quelques années encore. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vais maintenant regarder mon pape préféré, qui est actuellement sur toutes les chaînes de télévision et qui fait plaisir à nos amis corses. Corse est pour moi la région que j'admire le plus de toute la France, du moins. C'est mon point de vue. Les autres régions qui sont certainement formidables, comme l'Outre-mer, Réunion, Martinique. Martinique, je connais. Et Martinique, je connais. Guadeloupe, je ne connais pas. Réunion, je ne connais pas. Mais je sais que malheureusement, nous avons des amis qui ont actuellement vécu des moments terribles avec un phénomène climatique exceptionnel et qui aujourd'hui sont dans des malheurs. Je pense à tous ceux qui souffrent et en ce jour où le pape est sur le territoire français, je le salue, je le respecte et je l'aime. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À très bientôt.